En 1994, je faisais des études supérieures qui auraient dû m'amener à m'intéresser aux grands problèmes géopolitiques de ce monde. Mais j'étais surtout désespérément amoureux de Eva Torres. En 1994, je commençais le football avec des rêves de grand attaquant. Mais comme j'étais le plus mauvais de mon équipe, on m'avait mis gardien de but. En 1994, j'étais en terminale à Montpellier. N'ayant pas du tout envie de passer une année de plus au lycée, je révisais. Moi, j'habitais Namur en Belgique pour y faire des études de bijouterie que je n'ai jamais faites, car j'ai découvert les coffee shops et les canapés. En 1994, j'avais 2 ans. Moi, j'étais au CP. J'aimais beaucoup le rire de ma maîtresse, Madame Pro. En 1994, je retapais ma maison en écoutant la radio. J'ai été bouleversé par l'émission de Daniel Mermet, qui découvrait Valentine dans le charnier de Niarmbouillé. J'avais 8 ans en 1994. J'avais un papa et une maman. Elle attendait mon petit frère. 27 ans ont passé et je ne parviens pas à me résoudre à leur absence. Comme promis à la répète d'hier, ce soir c'est carbonara tofu. Oui, alors il y a des végétariens dans l'équipe, alors maintenant on mange plus de viande dans cette équipe-là. Il y a un truc qui me vient là, une question. L'année de la mort de Lady Di. Oh, ça je sais, 1997. Voilà, c'est ça. Et ce grand basketteur américain dans les années 90, c'était. C'est Michael Jordan! Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient à peine nés dans les années 90, qui se souviennent de ce genre de détails, mais que par contre, collectivement, on est amnésique pour ce qui est du génocide des Tutsis au Rwanda. Bah ouais, mais c'est des Noirs. Pierre-François, il a raison, PF. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est combien il faut de morts noirs pour faire autant la une que la mort de Lady Di.
J'aurais dû éternuer quand j'étais sur l'armoire de mes grands-parents le jour du massacre. J'aurais vraiment dû éternuer, car les poussières entassées sur ce meuble me piquaient les narines. Je savais depuis que j'avais eu l'âge de comprendre, autour de mes 4 ans, que nous, les Longs et Tutsis, étions en sursis dans notre propre pays. Mes parents en parlaient, il était arrivé que je surprenne leur chuchotement. Toute l'angoisse qu'ils essayaient de comprimer et de me cacher parvenait néanmoins à m'atteindre. Mais quand on est enfant, on oublie vite les problèmes des adultes. Avant les derniers massacres, nous en avions connu plusieurs. Mais le monde n'a été ému que par la dernière catastrophe, oubliant celles qui l'ont précédée et préparée. Je vous compte parmi les gens myopes ou oublieux de cette affaire. Non mais quand même, 800 000 morts en 3 mois à la machette. Des gens tués par leurs voisins dans un pays grand comme la Bretagne et peuplé comme la Belgique. Mon père disait à ma mère, quand le souvenir des années de cactus lui faisait mal au ventre, « Ne te laisse pas tordre par le passé, sinon il reviendra te tourmenter, il reviendra même avec une plus grande violence. » Je ne le comprends que maintenant. Est-ce que ces années de cactus ont des dates précises? La bêtise et le goût du sang sont souvent montés dans les têtes des gens qui nous en voulaient à date fixe. Il y a eu beaucoup d'années de cactus avant la terrible tragédie d'il y a 27 ans. Tenez, il y a eu la Toussaint Rouge en 1959, mais aussi Noël 1963, puis 1973, et à une plus petite échelle la Pentecôte 1983. Tout ce cycle ressemblait à la réplique d'un volcan mal éteint, un volcan de haine. En plus, ce qui me sidère, c'est quand même ces milliers de machettes qui ont été importées de Chine juste avant le génocide. Mais pourquoi des machettes? Enfin, je veux dire, pourquoi pas des grenades, des kalachnikovs? Parce que c'est leur outil de travail, Arsène. Pas besoin de former la population. Et tu vois, c'est simple et symbolique. On raccourcit les longs à la machette. Ouais, et puis ça montre bien le niveau de préparation de la fête. Oui, non, mais comment tu peux en arriver à découper tes voisins à la machette? Mais c'est là qu'on voit le pouvoir de l'éducation. Ces gens ont été éduqués à la haine pendant des décennies. Les maîtres d'école, les maires, les prêtres ont instillé dans les esprits une idéologie raciste comparable à l'idéologie nazie. Quand j'ai eu 7 ans, l'année précédant la saison des raccourcissements, mon père s'est tassé. Il me prenait souvent à part, me regardait avec une intensité qui n'était pas coutumière, car il y avait de l'inquiétude qui dansait au fond de ses yeux, malgré les sourires destinés à en cacher la nostalgique brillance. Il a commencé à me dire qu'il avait connu un temps béni sous la monarchie des Longs, puis tout s'était dégradé avec les Belges. Il me parlait du dernier Moami, notre roi, puis sa voix se voilait. À 7 ans, que pouvez-vous comprendre à un tel langage? J'ai remis depuis bout à bout les propos de mon père. Ma mère n'a pas été une femme qui affronte le désordre ou le désastre. Elle le sentait au loin. Elle en pleurait d'effroi dans sa cuisine. Elle prétextait alors que c'était les fumées de l'âtre qui faisaient couler les larmes.
J'y ai cru. Mais je sais à présent qu'il n'en était rien. La fumée ne vous soulève pas le cœur. Elle ne vous fait pas sangloter. Elle ne provoque pas de soubresauts dans la poitrine, n'est-ce pas? La fumée pique les yeux, mais vous laisse le cœur et la poitrine tranquilles. C'est ce documentaire qu'il faut que je montre à mes potes. Parce qu'ils me parlent encore de guerre ethnique. Ah, mais tu vois, ça c'est une vision typiquement occidentale. Hein. C'est des noirs qui battent entre eux pour des raisons obscures. Faut croire qu'il y en a certains qui ont tout intérêt à maintenir la version là de l'histoire. Alors que c'est nous, les Occidentaux, qui sommes allés introduire cette idée d'ethnie dans ce pays. Le mot ethnie n'existe pas au Guinée-Rwanda. Ces gens ont la même religion, ils habitent le même territoire, ils parlent la même langue, ils ont la même culture. Ouais, mais tu vois, Vincent, c'est vrai que c'est dur de comprendre quand même cette histoire d'ethnie. Je veux dire, les Hutus, les Tutsis. C'est un peu comme les castes en Inde, non? Ouais, sauf que là, c'est les Belges qui font une distinction ethnique en mesurant les crânes, les nez et les fronts. C'est eux qui font écrire sur les cartes d'identité en 1931 les mentions Hutu, Tutsi. Et c'est ces cartes d'identité qui vont servir à trier la population en 1994. Nous avons été déchiquetés comme de la viande, puis jetés aux chiens affamés. Nous avons été broyés comme des punaises, écrasés comme de la vermine, découpés comme on débite du bois mort, traînés le long des rues et des chemins de campagne, jetés à l'eau comme de la ferraille rouillée, et puis exposés dans les champs comme de vulgaires épouvantails que les oiseaux venaient picorer. Voilà ce qui a été fait ici aux vieillards, aux femmes, aux enfants et même aux fœtus. On a ouvert le ventre des femmes enceintes et enlevé les fœtus qu'elles portaient pour les hacher. Il faut donc dire qui a fait ça. Autrement, à quoi ça sert de nous solliciter, de nous approcher, de venir nous faire parler? Tout ça parce que nous étions nés longs, que nous étions plus effilés que les cours. Ils nous ont toujours prêté une origine indéfinie, bizarre. À leurs yeux, nous ne sommes pas des citoyens légitimes de ce pays, nous sommes de trop. Certains ont conclu que nous avons vocation à retourner chez nous ou à disparaître. C'est insensé, car nous sommes d'ici et de nulle part ailleurs. Nous n'avons de pays que ces 1000 collines.
1994, notre traumatisme national, le génocide des Tutsis, nous oblige soit à nous détester, soit à nous recroqueviller, soit à nous réconcilier. La justice doit passer et en même temps ouvrir la voie à la réconciliation. Chacun d'entre vous, hommes et femmes de Quito, peut et doit dire ce qu'il a vu et entendu. Vous devez apporter tout l'éclairage et le témoignage indispensable à la manifestation de la seule chose qui nous importe ici, la vérité. Je tiens à signaler qu'il ne s'agira pas uniquement au terme de nos échanges de prononcer la sanction que mérite l'assassinat des époux magnifiques, assassinat perpétré dans leur maison par Modeste Constellation, ici présent. Il s'agira de nous ouvrir les uns aux autres, afin de nous assurer que l'on ne reverra plus jamais ça sur la terre de nos ancêtres. Modeste Constellation a avoué son forfait. Il nous le confirmera ou il se reniera. C'est à lui de s'exprimer. Je voudrais aussi signaler la présence, en cette séance d'ouverture de Gachacha, de Souveraine Magnifique, fille unique d'un couple tant regretté à Quito. Chacun d'entre vous sait combien ce mari exemplaire et cette femme au grand cœur, soucieuse constamment d'aider les plus démunis, était apprécié sur cette colline et aux alentours. Disons les choses simplement, ils nous manquent beaucoup, et ils nous manqueront à jamais. Alors, aussi longtemps que nous serons des hommes et des femmes pleinement humains, nous nous souviendrons d'eux et de tous ceux qui sont partis terrassés par les machettes. En souvenir de ces personnes, je veux croire que nous saurons nous tendre la main afin de reconstruire un pays vivable. Faisons en sorte que cet État soit celui de tous ses enfants et pas seulement celui d'une partie d'entre eux. La question qui dominera nos échanges sera celle-ci. Comment pouvons-nous, après la tragédie de 1994, renaître ensemble? Je compte sur vous pour nous aider à y répondre. Nous siégeons aujourd'hui conformément à la loi organique de mars 2007, modifiant et complétant celle de juin 2004 qui a institué les Gachacha. En mémoire des victimes de la catastrophe sans nom, je demande aux habitants de Quito de se lever et d'observer une minute de silence. Merci. Modeste Constellation, je t'invite à te placer devant l'Assemblée des juges et à jurer que tu diras ici toute la vérité. Je le jure. Décline ton identité. Je m'appelle Modeste Constellation. Reconnais-tu les assassinats qui te sont reprochés? Qu'as-tu à déclarer devant Gachacha? Mon enfant, mon cher enfant, tu n'étais qu'un gamin en ce temps-là. Non, je ne suis pas ton enfant. Quoi, tu n'as pas l'âge de mon deuxième fils, Quentin Constellation? Si, mais nous sommes ici pour une affaire terrible et tes paroles peuvent prêter à confusion. Je suis le chef de la Gachacha et pas ton fils. Il y a quelque temps, on t'aurait plutôt envoyé chercher des cruches de bière pour que les adultes puissent étancher leur soif. Constellation, tu as commis des crimes et tu dois en répondre. Nous sommes réunis pour cela.
Pardon, mon fils, les choses ont changé si vite. Jamais Gachacha n'a été dirigé par un enfant. Un jeune. Excuse-moi, grand-père. Je ne suis pas ton grand-père. Si je t'appelle ainsi, c'est parce que tu portes le nom et le prénom de ton grand-père. Un vénérable ancien de Quito qui a aussi siégé dans Gachacha, n'est-ce pas? C'est exact. Ah, grand-père, à quelle question dois-je répondre maintenant sans te vexer? Le pays et notre colline veulent savoir ce qui t'a poussé à commettre les actes de barbarie qui te sont reprochés. Mon fils, grand-père, le grand Théogène. J'ai fait du mal et je l'ai reconnu. Mais aussi vrai que Dieu est Dieu. Est-ce qu'il faut passer tout le temps à le dire? Déjà beaucoup parlé. Dieu d'Abraham et de Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est que j'ai été forcé à donner la mort. Bon, ma collègue, la sage Abilimanga, a une question à te poser. Qui t'a forcé à le faire? Qui tu as tué et de sang-froid? Hé, Dorloté, est-ce qu'on commence une conversation par les gifles? Parfaitement. Le médecin soigne là où ça fait mal. Parfois, il saigne le malade pour le guérir. Ce ne sont pas des baffes que tu mérites, mais la corde, tu le sais bien. Madame la panthère, grand-père t'a demandé de poser ta question, pas de me menacer. La voici. Clairement des menaces. En t'introduisant violemment chez les magnifiques, quelle idée avais-tu en tête le jour du triple crime? Je rappelle que Beauté Magnifique, la mère de Souveraine, attendait un enfant. Oui, j'ai tambouriné chez eux, première chose. Deuxième chose, je n'avais pas le choix. Ah bon, tu veux te défiler et contester tes responsabilités? Dorloté, toi aussi, tu veux m'accabler? Alors que j'ai sauvé des gens sur cette colline. Cela, tu ne me l'enlèveras pas. Laisse-moi m'adresser à grand-père, car tes questions sont biaisées, tes idées toutes faites. Non, mais ce n'est quand même pas toi qui vas diriger les débats et choisir de répondre à tel sage plutôt qu'à tel autre. Constellation, la sage Abilimanga a parlé en notre nom à tous. Est-ce bien clair? Oui, mon fils. J'ai tué, je ne devais pas tuer. Quelle idée j'avais en tête ce fameux jour. Il y a 15 ans de cela, les collines elles-mêmes bougeaient comme des feuilles secouées par le vent de la folie qui traversait tout le pays. Folie collective. Et Dorloté, tu crois que ça me fait plaisir de parler de cela? Nous sommes réunis ici pour entendre et trancher. Je tiens à dire qu'avant de me rendre chez mes voisins, j'avais reçu la visite des miliciens. Ils m'ont dit qu'ils connaissaient les liens très forts qui unissaient ma famille à celle des Magnifiques. Certes, nous étions de groupes ethniques différents, mais nous étions soudés. Moi, je suis né chez les courts, et lui chez les longs. Quand les tueries ont commencé, j'ai sauvé les Mamzi, une famille de longs. C'est vrai. J'ai caché les Abakouz, une famille de longs. On s'en souvient. J'ai fait aussi Mokhtar et sa concubine. Oui. Et vous croyez que les miliciens ne l'ont pas su? Ils sont arrivés à la maison, ils ont sorti de belles et longues machettes, ils m'en ont tendu une, en me disant cette arme est à toi. Soit tu l'utilises, soit on met fin à ta vie, à celle de tes enfants, de tes cousins, de tes maîtresses. J'en avais deux, si c'est ce que tu veux savoir dans le théorie du manga. Mais je me fiche, mais alors, mais complètement de tes coucheries, tu m'entends? Qui est venu te demander d'aller tuer? On veut des noms, pas des sous-entendus, sois précis, modeste, Christelle. Vous avez des titres de sages. Et vous connaissez pas le nom du chef des miliciens qui est venu nous bourrer la tête ici même à Quito. Un peu de tenue quand tu nous parles. Oh, Tenu. Mais c'est ce diable de Philibert Condouz, entouré de Sylvanus Ururu et de cet autre imbécile, tenez Kuruse Ganuvamu, qui sont entrés chez moi. Ils m'ont bien fait comprendre que c'est toute ma famille qui serait rasée si je ne mettais pas à exécution ce qu'ils attendaient de moi. Pas le choix. tous ces gens que tu cites sont morts ou en fuite. Toi aussi, Tukanzo? Est-ce que c'est moi qui les ai tués ou envoyés dans la forêt du Kivu? C'est un peu trop facile de donner des noms de personnes qu'on ne peut entendre ici. On m'a demandé d'être précis, je le suis. Et laissez-moi dire encore une chose à Madame Avelimanga. Tous les gens que je cite ont été très précis. Si je ne tuais pas mes trois voisins, ils rasaient tous les miens. C'est affreux, mais c'est l'abominable marchandage qui m'a été imposé. Je devais tuer 3 personnes, ou une vingtaine des miens disparaissaient. Pas juger après tout. Qu'aurais-tu fait à ma place, hein, grand-père? On aurait tous fait pareil. Je te signale à toi, le chef des Inyanga Mugayo, que bien des nôtres, je parle des cours, qu'ont résisté aux miliciens, ne sont plus de ce monde. Vrai. Gachacha veut des noms? Je vais vous rafraîchir la mémoire.
Où sont aujourd'hui épiscopal Bizimungu, Athanase Leroy Cruz-Akomo, Mort. Mathilde Ozikima, Et à son âme. qui est devenu Georges Eminence Mugonza. En quel état est donc prospère Olimagongo? Tous ces gens ont refusé de tuer et ont été sauvagement abattus aux premières heures de la saison des raccourcissements. Qui a quelque chose à dire contre Modeste Constellation? Il est possible que les habitants de Quito aient été touchés par la hargne de Constellation. Ce qu'il avait raconté n'était que du cirque. J'étais stupéfaite. La passivité des gens me tuait. Le meurtrier jouait sa peau. Il avait peut-être raison de mentionner que des miliciens extrémistes l'avaient poussé et contraint à de sordides calculs. Mais bon sang, personne ne pouvait-il lui crier qu'il avait une conscience, qu'il aurait dû s'en servir? Il aurait pu faire autre chose qu'aller froidement donner la mort sous prétexte qu'il épargnait ainsi d'autres vies. J'étais à bout de nerfs, ce qui a suivi m'a encore mise hors de moi. Qui a quelque chose à dire pour défendre l'accusé? Moi, j'ai des choses à dire. Ouais, moi aussi. Je voudrais parler. Tu peux témoigner. Je demande la parole. Reprends ta place souveraine, nous t'écouterons. Mais pas aujourd'hui, car le jour ferme ses portes. Mesdames et messieurs, les morts nous entendent. Ils ne toléreront rien et ils nous maudiront tous si nous cédons aux pulsions. À demain après-midi, 15 On donne la parole, heures. puis C'est au après tu coucher nous la du soleil que nous nous retirerons tout le temps que durera les débats. Soyez conscients que ce que nous faisons ici nous engage et engage l'avenir de notre pays. La raison nous enseigne que nous sommes nés des citoyens égaux. La raison doit nous rappeler que si les hasards de la naissance ont fait de nous des Hutus, des Tutsis ou des Tois, seuls nos actes font de nous de bons maris, de bons pères, de bonnes mères, de bonnes épouses et de bons citoyens pour notre colline et notre pays. Enfin, rentrez chez vous en compatriotes qui entendez l'appel souterrain des anciens. Il nous faut rétablir le commerce des échanges et du respect de chacun. Les ancêtres nous demandent, depuis ces collines qui vont de la terre jusqu'au ciel, de renaître ensemble. Bon, eh ben écoutez, je crois qu'on tient quelque chose. Enfin, bon, il y a encore du travail, hein, je dirais. Il faut retravailler certains personnages, des articulations aussi, de l'épaisseur à donner, des caractères à mieux dessiner. Il faut penser à parler fort, parce que derrière, on n'entend pas tout. Mais il y a un truc qui marche, c'est ce que je disais juste avant, là. C'est le côté très droit, très froid des juges. Ça, je veux dire, ça fonctionne. Non, Vincent, c'est trop ce côté froid, droit, là. Ces juges, là, c'est pas des juges professionnels, c'est des gens du village. Ils sont quand même beaucoup plus affectés que ce qu'on fait là. Non, je suis complètement d'accord avec Barbara sur ce coup-là, parce que pour moi, c'est pas vraiment de la justice qu'on est en train de voir à cet endroit-là. Enfin, on est un type tout seul, là, on l'accuse de tous les crimes, alors que ça se trouve dans le village, la moitié était au courant, qui a été dénoncé les voisins, qui a été pillé les maisons des morts, et puis qui par lâcheté, a bien aussi abandonné les gens à sauver. Enfin, je veux dire, c'est un génocide collectif, et on juge un seul type, et pour juger ce seul type, on met quoi face à lui? Une brochette d'amateurs. Parce que c'est pas autre chose. C'est des mecs du village qu'on a été chercher. Axel, et bien sûr que c'est des amateurs. Il y a quelque chose comme 130 000 personnes dans des prisons quand on tient 12 000. Il y a 1 million de génocidaires qui se baladent dans le pays. Le pays est tapissé de cadavres, il y en a partout, dans les latrines, dans les fleuves, dans les maisons, sur les collines, comment veux-tu qu'ils fassent? J'en sais rien. On arrive bien à faire le tribunal pénal international. On pourrait avoir une vraie justice. Eh ben, parlons-en du TPI. Tribunal pénal international à Arusha juge 93 personnes, en condamne 61.
Les Gachacha, c'est 2 millions de personnes jugées. Et puis elle est exemplaire, je veux dire, cette idée d'aller puiser dans les traditions du pays d'avant la colonisation pour inventer une justice restaurative. C'est unique. C'est vrai que c'est unique, mais moi il y a quand même quelque chose qui me choque. Là on parle d'un gouvernement qui est en train de forcer sa population à se réconcilier. Et la réconciliation, c'est quelque chose d'intime. On ne force pas les gens à se réconcilier. Et puis je me pose la question, à savoir si vraiment la parole de la minorité est entendue. Ok, les autres là, ils sont élus, mais il y a quand même des cours dans l'histoire et ils ont intérêt à ce que rien ne se sache, Vincent, et il y a de la corruption. Ouais, mais attends, Céline, donne-moi un exemple de justice où il n'y a pas de corruption. Et puis on l'a bien vu quand on a été là-bas. Ce pays est reconstruit, et les Gachacha ont largement contribué. Ouais, mais ce sont les Gachacha qui ont construit le pays? Ou est-ce qu'il n'y a pas une bonne partie aussi sur une politique bien autoritaire, menée par une main de fer? Attends, il y a des trucs hyper concrets au Rwanda, je veux dire, c'est exemplaire à plus d'un titre. Il y a 60% de femmes au Parlement, les sacs plastiques sont interdits, le racisme est prohibé. Je veux dire... Axel, les Gachacha, c'est 10 ans de procès. Et c'est le génocide le plus jugé de l'histoire. Ben, c'est quand même la parole qui se libère. C'est quand même la peur qui change de camp et c'est un peuple qui réapprend que tuer un Tutsi, c'est mal. Tuer, c'est mal, là, on est en plein catéchisme à la Paul Kagame. Non mais attends, Axel, on est qui pour dire qui est autoritaire, qui ne l'est pas? Je sais pas, vous croyez qu'on est au-dessus des autres? Et nous, on est dans un régime autoritaire ou pas? Nous nous sommes quittés hier, après avoir entendu modeste constellation.
Qui a quelque chose à dire contre lui? Je repose la question aux habitants de notre colline. Je veux parler à notre communauté. Tu n'en fais plus partie. Devant notre communauté et devant Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la vie. Je suis parti, c'est vrai, à la manière des gens de Bouguezera, sans dire au revoir. Mais bien que j'habite désormais près d'un lac, je n'ai pas agi comme ce malheureux Muganza qui se suicida dans le lac Tio-Oa, car il était exténué par la pourriture qui gangrénait les têtes et les cœurs des habitants de la ville qu'il venait de quitter. Pas d'insultes, Suleiman, pas d'insultes. Laissez-le s'exprimer. Hier, j'ai posé la même question ici et personne n'a esquissé le moindre geste, ni prononcé le moindre mot. Tous ceux qui voudront s'exprimer pourront et devront être entendus. Je rappelle que c'est Suleiman qui a recueilli Souveraine alors que les parents de celle-ci venaient d'être assassinés. Je rappelle aussi que c'est grâce à lui qu'elle a pu fuir au Congo où elle a trouvé refuge chez le frère de Suleiman. Et enfin, je rappelle que tout cela, Suleiman l'a accompli au péril de sa propre vie. Merci, Président. Nous nous sommes enfuis, ma femme et moi, il y a quelques années, et vous en connaissez les raisons. Nous ne pouvions supporter que des criminels vivent en liberté. Nous avons alors subi menaces, vexations et des épreuves morales insupportables. Bref, nous sommes partis d'ici car nous n'étions plus en sécurité. Ce tribunal communautaire juge un homme. Bien. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un triple crime et une tentative d'anéantissement de toute une famille. Quelle a été l'œuvre satanique de Modeste Constellation en 1994. Il est entré chez ses voisins. Ceux-ci l'attendaient comme un sauveur. C'est par sa main qu'ils sont tombés. Tu étais là? Comment peux-tu dire ce que tu n'as pas vu? C'est vrai, tu t'es pas. Modeste, tu n'as pas seulement tué, tu as profané un cadavre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce musulman me déteste. Il m'a dénoncé, il veut ma tête. Ne la lui donnez pas. Modeste Constellation, peux-tu me regarder dans les yeux et dire que tu n'as pas ce jour-là essayé de violer Beauté Magnifique après avoir tué son mari? Peux-tu le dire? Grand-père, Théogène Akagamba, immense seigneur, tu vois bien que c'est la bave de la haine qui tombe de la barbe de cet homme. Est-ce que tu acceptes sans me roncher ce que j'entends là? Nous sommes ici pour recueillir les interventions de chacun. Ce qu'il vient de dire te concerne. C'est à toi de t'exprimer. C'est à toi de parler de tes actes. Tu as pu tenir une lourde machette et l'abattre sur tes voisins sans trahir la moindre émotion. Tu peux bien écouter ce qu'on dit sans gesticuler, non? Ce musulman n'était pas là hier quand j'ai expliqué comment les choses se sont passées. Faire le saint ici, alors que ses frères intégristes égorgent ailleurs au prétexte de leur prétendue guerre sainte. Avez-vous oublié ce qu'ils ont infligé à la puissante Amérique en pulvérisant les longs immeubles qu'il y a là-bas? Ne dévions pas le sujet! Aujourd'hui, il est question de savoir si tu as coupé les parties sexuelles de ton voisin après l'avoir tué. Qu'en as-tu fait? As-tu, oui ou non, essayé de violer sa femme? C'est précis ça, on attend de toi des réponses claires et nettes et non que tu bottes en touche et nous parles de la responsabilité des musulmans dans ce qui se passe loin d'ici. Et puis nous savons que s'il y a des justes qui ont sauvé des gens dans ce pays, les musulmans en font partie. Mais moi aussi, j'ai sauvé des gens sur cette colline. Des cours qui avaient des amis. Des longs que les miliciens pourchassaient. J'ai caché des longs dont personne ne voulait. Je crois qu'ils sont là. Et puis les miliciens sont venus chez moi. Chez nous, du temps où ma femme était encore elle-même. Les menaces des miliciens étaient pressantes. Il fallait tuer ou mourir. Ils n'ont pas seulement émis des menaces sur ma vie, mais aussi sur celles de mes proches qui seraient morts avec moi. Oui, tu l'as dit hier, c'est la faute des miliciens. Grand-père, honorable Yumba Kimi, chef des 10 maisons, et à présent grand chef de cette Nyanga Mugayo. Comment quelqu'un qui n'était pas là au moment des faits peut-il proférer des mensonges devant toi? C'est vrai menteur.
Ce ne sont pas des mensonges. Il y avait un témoin. Souveraine. Elle a tout vu, tu comprends? Pourquoi as-tu coupé la chose à son père? Même après l'avoir décapité, tu as osé un tel geste. Pourquoi as-tu tué un homme, sa femme, et ouvert son ventre, et découpé le fœtus qu'elle portait? Pourquoi? Est-ce que c'est Philibert Condouz, le chef des miliciens, qui te l'a expressément demandé? Cet homme est une peste qui prend tous les musulmans pour des malfaisants. Allah lui seul aura le dernier mot. Mais je veux adresser une dernière question. En entrant chez tes voisins pour tuer, n'as-tu pas demandé à Donatien où se trouvait Souveraine? Je vous le dis, ça, réunis dans cette assemblée Inyangamugayo, l'enfant qui a tout vu se trouvait bien dans la pièce où s'est passé le triple crime. Elle avait été hissée par son père sur l'armoire peu avant l'arrivée de l'assassin, et elle a heureusement eu la vie sauve, car le bourreau n'a ni fouillé ni inspecté ce meuble. Que répond l'accusé? C'est possible. Je ne vois pas pourquoi cet homme qui a fui Quito s'acharne à ce point. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu as tué un homme. Un ami. Un voisin qui était rassuré de te voir arriver chez lui pendant la tempête des machettes. En réalité, les massacres arrangeaient bien certains esprits cupides comme le tien et qui étaient prêts pour le meurtre. Le seul objectif que tu voulais atteindre est clair. Éliminer tes tes 4 voisins, puisque Beauté Magnifique attendait un enfant. Il y a eu préméditation. Et en plus, tu as dégradé l'intégrité physique d'un mort et voulu abuser d'une femme enceinte. Je ne t'ai pas écouté hier, car j'étais retenu sur la route où nous avons eu une panne. Une sale fuite d'huile. Tu parles des miliciens pour dégager ta propre responsabilité. Ils ont bon dos. Sache que Souveraine t'a vu faire. Elle t'a vu éliminer ses parents de la vie avec ta gomme d'acier. C'est ma mort que tu veux, Suleiman. Pourquoi ne le dis-tu pas? Non. Je veux la vérité. Assume tous tes actes. Grand-père, et vous les sages, pourquoi ne dites-vous pas à cet homme que j'ai passé des années en prison? Que j'ai aussi beaucoup perdu dans cette histoire? Ce sont ces dénonciations qui m'ont jeté entre 4 murs pour de longues et étouffantes années. Vous voyez bien qu'il porte la haine en lui. Je ne mérite pas d'être regardé comme une bête sauvage. J'ai vu des choses abominables pendant les 7 années passées en prison. J'ai été battu, humilié. J'ai vu des gens étouffés sur leur grabat par des co-détenus pour une cigarette ou un morceau de viande qui manquait dans leur assiette. Dans tout ce mal, je n'ai été qu'un pion. J'ai été mêlé à ça parce que je ne pouvais faire autrement. J'ai beaucoup perdu et ma famille est laminée. Philon, mon fils, n'a pas réalisé le métier de ses rêves. Lui qui voulait être brasseur de bière a fini fossoyeur. Quant à Quentin, est-ce que je dois le dire? Tant pis pour moi. Quentin a aimé Souveraine. Il est tombé amoureux d'elle depuis tout petit et ne m'a jamais pardonné d'avoir contribué à éloigner celle qui fait toujours tambouriner son cœur. Il n'a plus jamais approché une autre fille de la colline et du pays. Il n'est plus jamais tombé amoureux de personne d'autre. Quant à Mélancolie, ma femme, vous connaissez tous son état. Qui lui ramènera la raison? Il n'est plus qu'un légume, une peau ridée et sèche sur des os qui craquent. Quand elle parle, c'est pour dialoguer avec les fantômes. Je l'ai vu se soustraire à notre couple et à notre monde avant que je ne sois jeté en prison. Et vous croyez que je n'ai pas été broyé par la malédiction qui s'est répandue autour des miens? Vous croyez que je n'ai pas pensé qu'il serait plus digne pour moi de mourir plutôt que de vivre ce sort et de porter ce fardeau que j'endure?
Qui me redonnera la femme que j'ai jadis connue? Celle qui nous cuisinait de si succulents plats et qui allait tous les jours que Dieu fait à l'église. Ce n'est pas elle qui m'a nourri en prison puisqu'elle n'est jamais venue me voir. Mesdames et messieurs les juges, c'est à votre cœur que je m'adresse. Laissez un peu de côté le goût des vengeances. Donnez-moi la possibilité de retourner près de ma mélancolie. Je voudrais la ressusciter d'entre ces morts qu'elle côtoie et la soigner. Et voilà qu'il se prend pour Jésus maintenant. Car si elle est devenue une ombre, c'est à cause de ceux qui ont armé mon bras. J'ai été un mari honorable, un père affectueux, un cultivateur émérite, un homme de Cuiton respecté. Mais le souffle de l'histoire m'a dévié de ma ligne droite. C'est ce souffle qu'il faut punir, pas moi, je l'ai déjà été. Voilà mon âme nue à vos pieds. Piétinez-la comme le rêve Suleiman. Tuez-moi, finissons-en. Il faut dire ce qui est. Il faut que les gens arrêtent de tourner en rond. Ce que nous avons vécu dans notre pays n'est pas du théâtre. Je me souviens de ce triste matin. Comme un vent violent qui plie les arbres et les places. Je me souviens bien de tout. Ce matin-là, des gens à la laine chargée et au regard mauvais sont venus dans notre maison. Ils ont appelé Modeste. Il tremblait comme une feuille. Il fait le beau ici devant vous. Mais ce matin-là, il n'en menait pas large devant vous. Ils ont sorti une longue machette d'une caisse et l'ont tendue à Constellation. Il transpirait comme un bœuf. Il a pris la rutilante machette et avec elle les instructions très précises et dictées par le chef de la troupe. Mon mari n'a pas dressé la tête comme aujourd'hui. Mais il a écouté sans broncher comme nous savons le faire. Et il a obéi avec la même docilité qui vous caractérise. Je ne veux pas parler de moi, mais je n'ai pas du tout aimé ce qu'on lui a dit de faire. Raccourcir des gens, nos compatriotes, ont raccourci du bois, mais pas des êtres humains. Raccourcir la petite souveraine, ce n'était pas pensable. Couper ma meilleure élève en deux comme on a arraché une mauvaise herbe d'un champ, ce n'était pas imaginable. À qui allais-je pouvoir enseigner mes leçons si on m'enlevait mes enfants? À qui allais-je parler si on raccourcissait mes voisins? Je parlerai aux pierres. Est-ce que Modeste est partie chez les magnifiques avec des idées tordues dans la tête? Oui. Il rêvait souvent de beauté dans la nuit. Mais je me disais que ce n'était que des rêves. Que celui qui n'a jamais parlé dans son sommeil lui jette la première pierre. Il a bu avant d'aller chez nos voisins. Il s'est lentement dirigé vers leur maison comme s'il se rendait à son travail. Il m'a même dit « Tu ramasseras les œufs dans le poulailler ». Je me suis alors dit qu'il serait capable de ne pas commettre l'irréparable. Et puis, j'ai entendu des cris. Mon cerveau a vrillé. Modeste est revenue à la maison. Avec sa machette ensanglante. Dans sa main, il tenait un gland.
Tu sais, Modeste, qu'en raccourcissant nos voisins, tu m'as aussi raccourci. Vais-je devoir porter plainte contre toi? Les morts ne portent pas plainte. Non, les morts laissent les vivants s'invectiver. Regarde tes pieds, tes mains, ton cou ensemble. Lave-toi du sang des innocents qui ruissellent sur toi. Il faut le faire vite, sans tourner en rond, sans mâcher tes mains. Il n'y aura pas de quatrième fois. Non, c'est Gachacha ou c'est pas Gachacha? On va parler. On va parler. Laissez-nous parler. Est-ce qu'on va pouvoir s'exprimer? Bah oui. Nous sommes proposés de prendre la parole le premier jour. On a toujours pas pu s'exprimer. On est là depuis 3 jours, là. Moi, je veux dire 3 choses. Vas-y, vas-y. D'abord, on va quand même pas prêter attention aux paroles d'une démente. Nous savons tous que Mélancolie Constellation n'a plus toute sa tête. Elle le dit elle-même. Le cerveau a vrillé au cours de la tragédie. Ensuite, il faut tout de même parler de ceux que Modeste Constellation prétend avoir sauvé des griffes des exterminateurs. D'accord, ils n'ont pas parlé ici. Mais les propos de Modeste sont quand même parfaitement fondés. Oui, c'est vrai. Il y en a eu qui ont été sauvés. Peut-être même plus qu'on ne le dit. Mais enfin, il y a une chose dont on ne parle jamais. On ne parle que des machetés. Il y a aussi tous ceux qui ont été fusillés dans les brouilles du pays par le FPR.
pièce à l'UFPR. C'est la du sang sur les mains. Continuez à trucider les anciens soldats dans les camps du pays, en les empoisonnant et en pratiquant des assassinats ciblés. Je regardais avec inquiétude cette foule qui témoignait pour Modeste. Oh, je ne craignais rien pour moi-même. Je trouvais même que ces paroles avaient le mérite de crever l'abcès purulent de l'hypocrisie. Le pays était encore malade. Les fruits de la haine ne se cueillent pas uniquement aux branches des arbres. Ils se ramassent sur la terre brûlée des faux-semblants. Ils se cultivent sur le sillon des colères mal placées. Ils fermentent comme une pierre agressive, une mauvaise et aigre mousse qui recouvre de médiocres pensées. Ils poussent aussi dans les cœurs gonflés de ressentiment. Nous touchions le fond de la mer des idioties. De misérables âmes au miroitement pervers fusillaient notre entendement, saignaient nos cœurs. On ne donne aucun poste de responsabilité au cours. C'est vrai ça. Et puis quand on leur en donne, on les fait surveiller par un ou parfois même plusieurs loups. C'est plutôt sur la preuve que plusieurs charniers ont été découverts, aux endroits même où l'armée des rebelles a eu des positions fortes. Vous en dites quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas ce jeu d'action-là? C'est vrai, Et pourquoi l'actuel gouvernement n'est-il pas poursuivi pour ces crimes-là? Oui, pourquoi? Pourquoi? Et les célébrations et puis autres commémorations de la tentative d'extermination des lions augmentent en volume chaque année, vraiment chaque année. Oui. Et ces commémorations coûteuses ne cherchent qu'à nous culpabiliser un peu plus, nous les cours. Pourquoi ne fait-on pas mention des cours qui ont aussi péri en nombre? on va Je suis désolé, mais j'ai promis que tout le monde pourrait prendre la parole. Je demande la parole. T'as déjà parlé. Ouais, t'as suffisamment entendu, toi. Tu n'as pas le monopole de l'expression publique. Allez, rentre chez toi. Ouais, c'est vrai, ça rentre chez toi. Allez. Tous les prisonniers internés par dénonciation malveillante, et aussi prendre en compte les cours qui sont venus déposséder de leur commerce, confisquer leurs biens sous de piètres et vils prétextes. On parle de 800 000 morts d'un côté, et combien de morts ont-ils de ce nouveau régime totalitaire et sanguinaire? Combien de morts? Ce qui existe dans ce pays, mort sociale, programmée, évaluée. Alors, entre la peur d'une mort physique bien réelle, la condamnation d'une mort virtuelle, quel avenir avons-nous dans ce pays? J'en vois pas. Bien. Ce qui nous importe à présent, c'est de savoir si Modeste Constellation a bien conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mes regrets sont profonds. Je demande des circonstances atténuantes. Tout le monde ou presque a pu s'exprimer. Nous devons maintenant entendre Souveraine Magnifique. Beaucoup de choses ont été exposées ici et il ne m'appartient pas de les commenter, ni même, je crois, de les juger. Si je suis là, c'est parce que mon père m'a hissé un jour sur une armoire. Je pense à mes parents et à la femme très digne, mélancolique Constellation qui a parlé hier et qui a été dans une autre vie, une autre époque, une deuxième maman pour moi. Elle n'est plus qu'une âme morte sans sépulture, incapable de sortir de sa prison psychologique. Est-ce
puisque j'ai de la haine pour l'assassin de mes parents et de petits frères. J'ai de la haine pour la bête qui se cache en lui. Il sait ce qu'il a fait. À lui de prouver qu'il a rejoint le camp des humains. Beaucoup de familles ont été touchées et décimées en 1994, et même avant, par le même démon. Des criminels existent qui ne seront jamais jugés, et leurs crimes resteront impunis, car il en est ainsi des chanceux ou des malins. Ils passent entre les mailles de la justice. Ce que je veux, que les miens dorment en paix. Je crains que le chemin ne soit long pour cela. Je ne voudrais entrer dans aucun détail sordide sur ce que j'ai vu du haut de l'armoire il y a 15 ans. Je remercie Souleymane et son frère Ibrahima, qui vit à Bukavu, d'avoir été mes protecteurs. Une chose m'intéresse. Revoir mes parents. Voilà tout. Comprenons-nous, je ne demande pas qu'on me les rende. À qui pourrais-je présenter une telle doléance? À vous, Constellation. À Gachacha, Tribunal pénal international. Nous sommes fragiles. Nous sommes des brindilles chancelantes au milieu des ruines. Je pense enfin que tout ce qu'il nous reste à vivre n'est qu'une brindille au bout de laquelle brille un petit feu qu'un vent léger peut éteindre. Voulons-nous être la brindille ou le vent? Je déclare que les débats sont clos et j'invite la Cour à se retirer pour délibérer.
Nous avons délibéré et rendons maintenant notre verdict au nom des habitants et des citoyens des 1000 collines. Permettez-moi de rappeler les 4 points qui ont servi de critères à notre décision. La manifestation de la vérité, la tenue d'une justice équitable, la fin de la culture de l'impunité et surtout le renforcement des liens et de la réconciliation entre les habitants des 1000 collines. Modeste Constellation est reconnu coupable des faits d'assassinat qui lui sont reprochés. Il est condamné à 7 années de prison ferme, déjà effectuées, ainsi qu'à 5 ans de travaux de construction d'un centre de cordonnerie qui portera le nom de Donatien Magnifique. Il devra en outre procéder aux réparations de la maison endommagée de la victime. Par ailleurs, la Cour donne une vache à Souveraine Magnifique et à Modeste Constellation. Ils en seront les copropriétaires. L'usufruit sera partagé à part égale entre les 2 personnes que je viens de désigner. Ils devront aussi s'occuper de cette vache avec une égale affection. Trouver le nom de Doliba. C'est Modeste Constellation, mais je l'ai adopté. J'ai toujours aimé les vaches, vous savez. Pourtant, l'idée de co-gérer celle-ci avec le meurtrier de ma famille ne m'a pas le moins du monde amusé. Suleiman m'a cependant convaincu de l'accepter. Doliba n'est pas seulement une vache, elle est devenue une amie. Elle a pris position entre Constellation et moi. D'entrée, elle a choisi son camp. Car ces bêtes ne sont pas si bêtes que ça. Elles savent percer les âmes. Le plus difficile pour moi a toujours été de l'emmener au pré quand elle est en chaleur. Dans cet état, elle ne supporte pas de voir Constellation, quand bien même c'est son tour de s'occuper d'elle. Elle lui administre alors des coups de sabot pour le congédier. Résultat, c'est moi qui dois à chaque fois la conduire auprès du beau taureau. Ces temps-ci, elle me harcèle. Ce n'est pas commode pour moi, car toute naissance me rappelle petit frère qui n'a pas eu, lui, la chance de naître. C'est ainsi. Je suis tourmentée par cette idée de procréation. Mais pour avoir du lait pendant un certain temps, une vache laitière doit mettre bas. À propos du lait que donne Doliba, je ne sais comment la convaincre de se montrer plus généreuse avec le copropriétaire. Quand c'est au tour de Modeste de la traire, car nous procédons par roulement,
elle donne moins d'1 litre de lait par jour. Quand mon tour arrive, son pied est débordant de crème. J'en arrive à recueillir 3 à 4 litres. C'est phénoménal. Modeste en est tout retourné. Je n'y peux rien. J'ai parlé à Doliba, doucement, calmement. Je lui ai dit qu'il ne faudrait pas laisser croire par son comportement que je mène une action revancharde par vache interposée. Elle a secoué sa tête de gauche à droite, comme pour me parler. Elle comprend les situations les plus complexes. Je lui ai dit que le lait que nous recueillons, que ce soit moi ou Modeste qui le tire, nous le mutualisons. Nous le vendons ensemble à la coopérative et en versons le produit dans un pot commun. Alors, il ne sert à rien de compliquer les choses. Festival. Merci à vous de venir, malgré toutes ces mesures un peu dissuasives. Et merci aussi à nos barons et nos baronnes qui ont bien voulu, comme ça, venir au dernier moment travailler avec nous et faire partie de cette aventure. Merci à Mathieu aussi, le régisseur technique. Voilà. On a des cartes et des affiches voilà, qu'on vend à prix libre. Si vous voulez laisser un petit quelque chose, ben ça nous fera plaisir. Nous rejouons encore demain et après-demain, 22h15. Et ben, je vous souhaite de partager des choses essentielles pendant ces 2 derniers jours de festival. Merci beaucoup.